J'invite nos chers intervenants au podium. Alors, oui. Le deuxième panel de cette journée sera consacré aux défis et perspectives des réformes fiscales internationales pour les systèmes fiscaux nationaux des pays d'Afrique du Nord. Et on va donc commencer directement ce panel par l'intervention de notre invitée, de notre chère collègue, Madame Sarah Gonzar, chef du bureau de la négociation et du suivi de l'application des conventions fiscales internationales à la Direction générale des impôts au Maroc. Elle va intervenir sur une thématique, la Convention cadre des Nations Unies sur la fiscalité internationale, enjeux et position en Afrique. À vous la parole, Madame. Je ne sais pas si... De toute façon, je vais nous être après pour la présentation, j'aurai besoin de vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à exprimer mes sincères remerciements pour les organisateurs de ce colloque, pour leur invitation et pour l'excellent travail accompli pour l'organisation de cet événement. C'est un véritable privilège de pouvoir participer à ces échanges fructueux et qui, j'en suis certaine, contribueront à enrichir notre réflexion collective dans le futur. Donc, moi, je suis en charge des négociations des conventions fiscales au Maroc, à la Direction générale des impôts au Maroc, et j'ai eu l'opportunité de suivre les travaux de la Convention cadre des Nations Unies depuis 2022. Donc, j'ai pu assister à toutes les sessions et aussi aux sessions informelles. Et je vais pouvoir, j'aimerais bien vous rapprocher un peu de ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui se passe en cours dans les négociations, parce que c'est pas simple du tout. Et toujours ressentir ces clivages et ces tensions entre le bloc des pays en développement et le bloc des pays développés. Donc, voilà. Donc, je vais me mettre à côté de ma présentation. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les questions que Sabrine a déjà expliquées. Donc, je vais vous rapprocher plus de la position en tant que pays africain. Donc, quelles étaient les positions du groupe Afrique et aussi donc, le passage, la dynamique de négociation depuis 2022 à aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on commencera par le contexte de la résolution. Après, c'est l'adoption des termes de référence de la Convention cadre. Après, ça sera le comité intergouvernemental de négociation. C'est les travaux en cours et la dynamique de négociation et position de l'Afrique. Et enfin, la prochaine étape qui est la session qui est prévue en novembre à Nairobi. Donc ça, c'est un petit schéma qui trace la chronologie de cette convention cadre. Pourquoi ici j'ai mis le programme d'action d'Addis Abeba? C'est pour vous dire que cette convention cadre s'inscrit dans le programme d'action d'Addis Abeba. Donc, lors de la 3e conférence conférence internationale sur le financement du développement, une résolution a été adoptée et l'objectif de cette résolution était d'intensifier. Donc, il fallait que les 193 membres des États-Unis, des Nations Unies, intensifient la coopération internationale pour réduire significativement les flux financiers illicites à l'horizon 2030. Donc, en 2022, il y a eu l'adoption de la résolution qui a été initiée par le Nigeria au nom du groupe Afrique, intitulée la promotion d'une coopération fiscale internationale inclusive et efficace au sein de l'ONU. Après, il y a eu l'Assemblée générale a mandaté le secrétaire général de l'ONU pour établir un rapport et c'est
après ce rapport qu'on a eu la création de la résolution 78-230 qui prône l'élaboration de la convention cadre sur laquelle on travaille maintenant. Après, il y aura les sessions, d'abord les termes de référence de cette convention. Donc, avant d'élaborer la convention cadre, il faut des termes de référence qui vont cadrer cette convention cadre. Et enfin, c'est ce qui se passe maintenant en 2025. C'est la dynamique en cours. Donc voilà, donc on a commencé avec la première résolution, la A70-244. Donc cette résolution, on a dit qu'elle a été initiée par le Nigeria au nom du groupe africain. Elle propose la création d'un cadre ou d'un instrument. Ici, un cadre ou un instrument, parce qu'on ne savait pas comment on allait procéder. En fin de compte, on parle de convention cadre. Et aussi, le point qui est le plus essentiel, c'est que cette résolution appelle à un passage d'une gouvernance fiscale dominée par l'OCDE à une approche plus démocratique et inclusive sous l'égide de l'ONU. Donc voilà, après, on est passé à la résolution A78-230. Donc, cette résolution, on a tout d'abord l'élaboration d'une convention cadre. Deuxièmement, on a la création d'un comité ad hoc, un comité intergouvernemental ad hoc avec la participation de tous les États membres et qui aura pour mandat la rédaction des termes de référence de la convention cadre. Donc, on ne parle pas maintenant de convention cadre, mais des termes de référence, parce qu'il y a eu tout un débat lors de l'élaboration des termes de référence. Et il y a eu aussi la création d'un bureau pour ce comité. Donc, le bureau, il est composé de 20 membres qui sont représentés de toutes les régions. Donc, pour chaque région, on a 4 membres. Donc, on verra la structure des bureaux du comité après. Et on a décidé que les solutions aux différents défis fiscaux seraient abordées au moyen de protocoles. Donc maintenant, on a un comité, on a un bureau de comité qui sera chargé de superviser les travaux du comité dans le cadre de l'élaboration des termes de référence. Et on commence à penser à comment on va procéder, une convention cadre et des protocoles. Et la résolution, donc, elle a été adoptée, donc elle a été, comme l'a rappelé Sabrine, en décembre 2023. Il y avait 111 voix pour, généralement les pays du Sud global. Il y avait 46 contre, principalement les pays de l'OCDE. Donc d'abord, ils étaient contre. Là, on parle des termes de référence. Parce que, comme a dit Sabrine, après le vote de la convention cadre, on n'est pas des termes de référence, les 46 qui étaient contre, ils se sont abstenus. Donc voilà le premier changement de position. Et il y avait 10 abstentions. Donc maintenant, comment on a adopté ces termes de référence? Voilà, donc en février 2024, donc il y avait une première session organisationnelle tenue à New York, et c'est là qu'on a élu les membres qui vont travailler sur l'élaboration de ces termes de référence. Donc, pour chaque région, on a 4 pays. Donc, on a l'Afrique, on était membre du bureau, Maroc, Égypte, Kenya, Ghana. L'Europe de l'Est, on a la Biélorussie, l'Estonie, Pologne et Fédération de Russie. L'Europe de l'Ouest, Allemagne, Italie, Norvège et Espagne. Pour l'Asie-Pacifique, c'était la Chine, l'Inde, la République de Corée et le Singapour. Et l'Amérique latine et Caraïbes, Bahamas, Brésil, Colombie, Mexique. Donc, je tiens à préciser que l'Égypte était membre du bureau représentant l'Afrique et était aussi le président du comité, parce que le comité, il fallait élire un président. Donc, c'est M. Rami Youssef qui est représentant de l'Égypte et qui est en même temps le président du comité. Donc maintenant, ici, on parle de comité ad hoc. Parce qu'après, je vais parler de comité de négociation. C'est un autre comité. Donc là, on est dans les termes de référence. On parle du comité ad hoc. Comment le processus de l'adoption des termes de référence était structuré? Donc là, c'était la session d'organisation, élection des membres du bureau. Après, il y avait une première session de fond, une deuxième session de fond en juillet-août 2024 et les termes de référence ont été adoptés en août 2024 par les membres du comité ad hoc. Et le comité ad hoc, quand je dis comité ad hoc, c'est tous les pays. Donc là, on ne parle pas de cadre inclusif, on ne parle pas de steering group à l'OCDE, mais on parle d'un comité où tous les pays ils peuvent participer.
Et en décembre 2024, les termes de référence, ils ont été adoptés par l'Assemblée générale. Donc voilà, ici, le vote des termes de référence. On a 110 en faveur dans le Maroc. On a 8 qui étaient contre, donc les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, Canada, Corée du Sud, Israël, Nouvelle-Zélande et Japon. Et là, on est abstention. Donc les pays européens qui ont voté contre pour la résolution, maintenant, ils ont voté en abstention. Donc là, je vais passer des dispositions clés. Déjà, Sabrine en a parlé. Voilà, les résultats de ces termes de référence. La première des choses, donc, on a les éléments structurels de la convention cadre. Donc, première chose, établir une convention cadre. Deuxième chose, c'est des protocoles facultatifs mais juridiquement contraignants. Donc là, c'était un grand débat parce que les pays en développement, ils ont voulu des protocoles qui étaient obligatoires, qui étaient contraignants. Et c'était parmi les points points de discorde qui étaient restés en suspens jusqu'à la dernière séance. Et le compromis qui a été trouvé, c'est que les protocoles vont être facultatifs, mais juridiquement contraignants. Et il a été encore décidé de développer 2 protocoles prioritaires simultanément à la Convention 4. Encore une fois, le point de simultanéité de la Convention avec les 2 protocoles a vraiment soulevé beaucoup de divergences. Donc, le bloc des pays développés, ils étaient contre. Donc, pour eux, c'était primordial de se concentrer sur la convention cadre. Les protocoles, ça viendra après. C'est un peu prématuré. Mais vu les intérêts des pays en développement, donc qui voulaient vraiment, parce que les protocoles, c'est ce qui est de plus technique. C'est là où on peut résoudre nos problèmes techniques. Et là, on a donc, en fin de compte, on a opté pour la création de la convention cadre et de développer simultanément 2 protocoles prioritaires. Il y avait une liste de protocoles et on a opté pour 2 protocoles prioritaires. Il y a eu la création d'un nouveau comité intergouvernemental de négociation. Donc maintenant, on ne parle plus de comité ad hoc dont la charge était d'élaborer les termes de référence. Mais là, lorsqu'on va parler de négociation de la convention cadre, c'est le comité intergouvernemental de négociation qui a été mandaté pour superviser l'élaboration de la convention cadre et les 2 protocoles prioritaires entre 2025 et 2027. 2 protocoles initiaux. Donc, le premier protocole a été choisi, c'était la fiscalité des services transfrontaliers dans une économie de plus en plus numérisée et mondialisée. Là, ça, c'était le choix des pays africains, des pays en développement. Donc, c'était flux financiers illicites et services transfrontaliers, mais en fin de compte, on a opté pour les services transfrontaliers. Le deuxième, qui devait être choisi d'une liste, donc, qui comprenait les flux financiers illicites, la fiscalité des particuliers fortunés, la prévention des différends, c'était à choisir lors de la session de février 2025. Et en fin de compte, on a opté pour le règlement de différends. Donc maintenant, on a une convention cadre, on a 2 protocoles prioritaires. L'un portant sur les services transfrontaliers, dans une économie de plus en plus numérisée. Et le deuxième, c'est le règlement des différends. La même chose pour le comité, on a un nouveau bureau de négociation composé, la même chose. Donc là, on voit que déjà, il y a une équité. Donc, composé de 20 membres, 4 de chacun des 5 groupes régionaux. Donc, on a une meilleure représentation. Voilà, donc là, le comité intergouvernemental de négociation qui négocie maintenant la convention cadre. Donc, la même chose, à la session de février, il y a eu l'élection, on a gardé le même président, c'est M. Lamine Youssef. On a élection, pas de 20 membres, mais de 19 membres, parce que l'Europe, il y a l'Espagne et l'Italie qui se sont retirés, et on a intégré la Suède. La même chose pour l'Afrique, le Maroc n'est plus membre du bureau, c'est le Nigeria. Et voilà, ça, c'est les changements qui ont... La plupart des pays qui étaient déjà dans le mandat pour les termes de référence sont restés pour le mandat de la Convention 4. Voilà, les résultats de la session d'organisation de février. Donc, le point qui était vraiment... c'était le point de débat. On a passé plusieurs journées à débattre sur le processus décisionnel. Là, il y avait deux blocs. Il y avait le bloc du groupe africain
qui faisait pression en faveur d'un vote majoritaire pour accélérer les progrès. Donc, pour les pays africains, le processus décisionnel, donc il fallait un vote majoritaire, conformément aux règles de procédure interne de l'Assemblée générale. Donc, vote majoritaire, c'est 50 plus une voix. Pour les pays, l'Union européenne, les pays développés, ils ont insisté sur le consensus donc pour préserver la souveraineté nationale. Donc la dernière journée, on a trouvé un compromis, c'était de garder, pour les questions de fond, ça sera la majorité des 2/3, et pour les questions de procédure, ça sera la majorité simple. Il y a eu aussi le choix du deuxième protocole prioritaire, donc c'est les règlements des différends. Et le point fort critique dont Sabrine a parlé, c'était le retrait des États-Unis. Donc ils ont déclaré que les objectifs d'une future convention cadre des Nations Unies sont incompatibles avec leurs priorités. La délégation américaine n'envisage plus de participer au comité intergouvernemental de négociation et entend rejeter et s'opposer aux résultats de la convention cadre. Je ne vous dis pas, parce qu'ils se sont levés, séance tenante, on n'a pas continué la journée. Tout le monde était bouleversé, mais le lendemain, on a décidé que même si les États-Unis ne faisaient plus partie, donc on est 192 pays, donc il fallait continuer ce processus, et surtout les pays africains, parce que c'est une initiative des pays africains, donc c'était notre bébé, il fallait vraiment protéger ce bébé, il fallait vraiment faire avancer les travaux. Donc voilà, ça c'est le calendrier, les dates prévues des sessions de fond. Donc la session, première et deuxième session qui est déjà passée en août 2025. La prochaine, c'est du 10 au 21, mais dernièrement, ils nous ont informé que c'est jusqu'au 19. Et donc voilà, il y aura encore trois sessions de fond en 2026 et 3 sessions de fond en 2027. Donc, je tiens juste à préciser qu'en 2004, les 3 sessions étaient à New York. Après, une proposition des pays africains, c'est de tenir une session en Afrique. C'est pour ça qu'on retrouve ici, donc, la troisième session elle va se tenir, est prévue à Nairobi. Et la même chose pour 2026 et je pense que même pour 2027. Donc, on commence à s'imposer un peu. Donc, les travaux intercession, comme l'a mentionné Sabrine, sont structurés. Donc, pour chaque, on a des travaux intercession, on a 3 axes de travail, et chaque axe de travail sera en charge de développer un instrument juridique. On a la convention cadre, c'est l'axe de travail 1. Moi, je travaille activement dans le workstream 1, l'axe de travail 1. On a l'axe de travail 2 qui va développer le protocole 1 et l'axe de travail 3 qui va développer le protocole 2. Donc ça, c'est le plan de travail. Sabrine en a déjà parlé. Donc voilà, là on passe à la dynamique de négociation et quelles sont la position, ou bien les priorités et les stratégies qui ont été proposées par le groupe africain. Donc le groupe africain, donc, tout au long de ces négociations, donc, il a abordé ces négociations avec une forte détermination et un sens profond des responsabilités. Donc je vous ai mis ici un extrait des contributions des pays africains, du groupe africain au nom de tous les pays africains. Donc, nous ne cherchons pas à reproduire d'anciennes structures, ni à renforcer les déséquilibres existants, mais à co-créer un nouveau système équitable et transparent qui respecte le droit souverain de chaque État à percevoir légitimement des recettes issues de son activité économique. Donc, ici, on a co-créé, parce que parmi les questions qui ont vraiment, on a vraiment passé des heures à débattre sur ces questions, c'était justement la position des pays développés. Ils avaient peur de voir les efforts qui ont déjà été déployés dans le cadre du projet BEPS dupliqués. Donc voilà, la convention cadre ne va que dupliquer un travail qui est déjà existant. Donc non, là, on essaye de créer un cadre, mais qui est plus adapté à nos priorités en tant que pays africain, en tant que pays en développement. Donc voilà, pour les pays en développement ou bien l'Afrique, donc des efforts proactifs doivent être déployés pour garantir que ce nouveau cadre il s'aligne avec nos priorités. Donc tout d'abord créer un comité technique permanent d'experts fiscaux qui est spécifiquement dédié pour cette convention cadre.
Par exemple, dans le cadre du Centre-Sud, dans la TGNA, Tax Justice Network Africa, ou la TAF. Aussi, intégrer les priorités africaines dans les protocoles. Donc maintenant, on s'est mis d'accord à développer 2 protocoles prioritaires, mais faisons en sorte que ces protocoles, ils intègrent nos priorités. Aussi, ce qui est important, c'est le renforcement des capacités nationales. Donc, les pays africains devraient investir de manière proactive dans la formation de leurs agents des impôts, la modernisation des technologies et le développement de l'expertise juridique pour mettre en œuvre efficacement les dispositions de cette convention 4. Et enfin, développer une stratégie de communication. Donc, une stratégie de communication, elle est essentielle pour sensibiliser toutes les parties prenantes nationales à la Convention cadre et renforcer leur soutien par le biais d'ateliers, de séminaires pour la mise en œuvre efficace de la Convention cadre. Donc voilà, donc, dans le cadre des travaux du Workstream 1, le groupe de travail 1, qui est en charge de développer la Convention cadre, parce que les termes de référence, il y avait les objectifs, il y avait les principes, il y avait les engagements, mais comme base pour commencer l'élaboration de cette Convention cadre, c'était le développement des engagements. Parce que principe et objectif, ça n'a pas le même poids qu'un engagement. Donc, on a décidé de se concentrer sur les engagements. Ces engagements, ils sont dans les termes de référence. On s'est mis d'accord sur ces engagements dans les termes de différence. Il y a 6 engagements. Il y a le premier qui concerne la répartition équitable des droits d'imposition. Et le premier, il est en relation avec le protocole premier concernant les services transfrontaliers. Il y a la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale des particuliers fortunés. Il y a tout ce qui a une dimension développement durable. Il y a l'assistance administrative mutuelle, la lutte contre les flux financiers illicites et la prévention et résolution efficace des litiges fiscaux. Donc là, on a commencé par développer ces 2 engagements parce qu'ils sont en lien avec les protocoles, avec le protocole 1 et le règlement différent avec le protocole 2. Puis après, on commence à voir, c'est les discussions actuelles, on commence à voir comment on va développer les autres engagements. Donc voilà, donc, lors des réunions informelles, donc, il y a eu beaucoup de positions divergentes. Tout d'abord, il y avait un clivage entre les partisans d'engagements généraux et de haut niveau et ceux qui préconisaient des obligations détaillées et spécifiques. Autre chose, c'était que certains États membres ont préconisé des engagements contraignants. Ici, je parle des pays en développement, pour garantir donc la responsabilité et l'applicabilité, alors que le bloc des pays développés, ils étaient plus pour des accords qui étaient non contraignants, qui permettent une plus grande flexibilité. Et aussi, lors des réunions, lors des discussions, il y avait ce qu'on appelle des lignes rouges que les pays en développement donc, ils ont établies. Il s'agit de la répartition des droits d'imposition, les flux financiers illicites et l'assistance mutuelle. Voilà, donc là, pour l'engagement concernant la répartition équitable des droits d'imposition, toutes les discussions concernant ces engagements, donc il y avait comme un petit tour de table où on entendait chaque pays pour collecter les préoccupations de chaque pays. Pour voir, par exemple, pour la répartition équitable des droits d'imposition, donc les pays généralement se préoccupent de moderniser leurs règles fiscales afin de garantir une répartition équitable des droits d'imposition, s'adapter aux nouveaux modèles économiques et protéger leur assiette fiscale. Et le point clé, donc il y a une reconnaissance que les recettes fiscales, ils doivent être partagées entre la juridiction dans laquelle les biens ou les services sont produits et la juridiction qui fournit un marché pour ces biens et services. Donc, pour les flux financiers illicites, donc la principale préoccupation qui était liée aux flux financiers illicites, c'était la fraude fiscale, la falsification des prix de vente et l'évasion
fiscale des entreprises. Donc, les points clés retirés de ces discussions, c'est la nécessité d'une coopération internationale pour empêcher les pays d'arbitrer les avoirs illicites, le suivi actif des cryptoactifs. Je pense qu'il y avait une question de préoccupation concernant le cadre réglementaire des cryptoactifs. Donc, en raison des données limitées et du manque des cadres réglementaires, et aussi des solutions multidimensionnelles qui sont nécessaires, bien sûr, pour répondre à l'ensemble des défis qui sont associés à ces flux financiers illicites. Donc, en ce qui concerne le règlement des litiges, donc le principaux enjeux de la plupart des pays, donc elle concernait la sécurité juridique, la réduction des contraintes de conformité, la promotion des investissements et du commerce, et le soutien à la croissance économique et l'harmonisation des mesures de prévention de différends avec les accords existants. Donc, pour les pays en développement qui ont des réseaux conventionnels, donc qui n'ont pas de vastes réseaux conventionnels, donc la prévention des différends est au moins aussi importante que le règlement. Donc, il y a eu beaucoup de débats sur la partie prévention, donc qui est plus efficace et qui est moins coûteuse de passer au règlement du différend. Aussi, il y avait des questions par rapport aux problèmes qui sont liés aux préventions et règlements de litiges. Donc, il fallait déterminer si ces problèmes ils sont mieux traités par les engagements de cette convention cadre ou bien par des meilleures pratiques. Donc, tout ça, c'est des questions qui ont été posées par les États membres lors des sessions informelles. Voilà, donc là, je vais vous donner un petit aperçu de ce qui s'est passé en août en 2025. C'est la première et la deuxième session qui a été tenue à New York. Donc, en faisant une petite comparaison entre la position du groupe Afrique et les positions des pays développés et blocs alliés pour chaque groupe de travail. Donc, pour la convention cadre, le groupe africain, donc toujours le groupe africain, il met l'accent sur cette initiative donc, comme étant une opportunité pour corriger les déséquilibres du système fiscal mondial. Donc là, en ce qui concerne les engagements, donc il favorise une taxation à la source et une répartition équitable des droits d'imposition, des règles simples et administrables. Aussi, le groupe africain s'oppose à l'arbitrage obligatoire en privilégiant d'autres alternatives, à savoir les audits conjoints. Et ils mettent l'accent sur la nécessité d'engagements contraignants pour renforcer la capacité des pays en développement à mobiliser leurs ressources. Tandis que les pays développés et les blocs alliés, donc ils privilégient un cadre avec des engagements de haut niveau, non contraignants, et avec une forte importance au consensus. Donc, toujours, ils reviennent à la question du consensus et aussi, ils insistent sur la flexibilité pour éviter les doublons avec les travaux de l'OCDE et les G20. Pour le protocole 1, donc, le groupe Afrique, il défend un protocole large couvrant une variété de services basés sur l'imposition à la source dans le lieu d'activité, favorise la taxation sur une base brute, plus simple à administrer. Il rejette l'inclusion de taxes indirectes comme la TVA ou la taxe sur les services numériques, la taxe sur les produits et services. Pourquoi? Parce que lors de la session en août, il y avait une intervention de la France qui a proposé de rajouter la TVA et la taxe sur les services numériques pour renforcer la base fiscale. Et donc, le groupe africain s'est opposé à cette position. Et aussi, le Maroc qui s'est aligné avec le Ghana et le Nigeria pour une focalisation seulement sur l'impôt sur le revenu en insistant sur la simplicité et l'efficacité. Donc, pour les pays développés localiers, donc, comme je vous ai mentionné, la France, donc, elle voulait élargir le protocole aux taxes indirectes. Et les pays de l'Union européenne sont prudents vis-à-vis de la redéfinition du nexus, préférant le critère de présence physique. Donc là, on taxe s'il y a une présence physique. Donc, pour le groupe Afrique, on taxe lorsqu'il y a on ne parle plus de présence physique, mais on parle d'une création de la valeur. Il y a de la valeur qui a été créée. C'est vrai que le service, il est digitalisé, il est fourni
au-delà des frontières, mais il est consommé ici dans mon pays. Donc j'ai le droit de taxer aussi ce service. Et aussi, opposition à la taxe sur une base brute avec retenue à la source, contrairement aux pays africains, parce que pour eux, le fait de taxer sur la base brute constituait un frein à l'investissement transfrontalier. Pour le dernier protocole concernant le règlement et la prévention et règlement de différends, donc le groupe Afrique, il favorise la limitation du protocole aux différends transfrontaliers, parce qu'il y avait des propositions d'introduire aussi les différends domestiques. Il rejette catégoriquement l'arbitrage obligatoire. Le groupe Afrique identifie aussi les obstacles spécifiques tels que la limitation de temps pour résoudre les différends, la difficulté d'accès aux données. Et aussi, il préconise d'autres mécanismes comme la médiation ou bien comme alternative. Pour les pays développés, donc certains pays, ils ont proposé la création d'un tribunal fiscal de l'ONU à long terme. C'est un peu ambitieux, mais ça reste des propositions. Il y avait aussi, ils ont mis l'accent sur les divergences qui existent concernant la faisabilité de résoudre des différends sans cadre juridique commun. Et la majorité de ces pays donc, insistent sur la priorité à la prévention avec mécanismes optionnels permettant une participation plus large. Donc la prochaine étape, c'est la 3e session donc, qui est prévue prochainement à Nairobi. Donc, le programme de travail il va être partagé en deux parties. Donc, la première partie, c'est la première semaine, ça sera dédié à l'examen de la structure du projet de texte de la Convention cadre. On a déjà un modèle avec des objectifs, avec des principes, avec les engagements. Pour chaque engagement, on a prévu un article. Un article pour les flux financiers illicites, un article pour la répartition des droits d'imposition, un article pour l'assistance mutuelle administrative. Donc ça, c'est la structure de la Convention cadre. Pour les autres articles, ils vont être négociés prochainement dans les prochaines sessions. Et il y aura une journée qui sera dédiée au protocole 1 sur les services, juste une mise à jour de ce qui se passe. Mais tout ce qui est technique pour le protocole 1, c'est la session de février à New York, la prochaine session, Inch'Allah. Pour la 2e semaine, donc les 3 jours de la 2e semaine, ils seront consacrés à l'analyse du protocole 2 sur la prévention et règlement de différends. Donc les réunions informelles en cours, donc il y a toujours des divergences, des points de divergence entre les pays développés et les pays en développement. Et donc, ils concernent principalement la formulation des engagements à inclure dans la Convention cadre. Donc, et le niveau des détails à intégrer. Parce que les pays, le bloc des pays africains, ils sont pour des engagements de haut niveau général et avec quelques détails techniques. Les pays développés, ils sont pour des engagements sans détail. Ils stipulent que les détails doivent être, tout ce qui est technique doit être détaillé dans les protocoles. Parce que souvenez-vous, les protocoles, c'est optionnel. Donc pour eux, l'engagement doit être juste général. Le détail doit être dans les protocoles. Et aussi, il y avait un échange sur les autres thématiques à inclure. Des engagements, bien sûr, c'est la fiscalité des personnes fortunées, l'échange de renseignements et les flux financiers illicites. Et je vous remercie. Alors, merci profondément, Madame Sarah Gonzar, pour cette présentation de la Convention cadre des Nations Unies. Vous avez tracé le processus de négociation, le processus institutionnel, le processus quant au fond, les termes de référence, par la suite la Convention cadre, le processus qui a permis toute une évolution de ce cadre de négociation, l'objet de cette convention, aussi les 2 protocoles qui ont été jugés prioritaires, le protocole 1 relatif aux services transfrontaliers, peut-être le protocole 2 sur lequel vous êtes attardé, la prévention et le règlement des différends. Oui, je partage
Je partage bien votre position dans le sens où que la prévention serait un point clé de ce cadre de négociation. Mieux vaut prévenir que régler par la suite. Peut-être que aussi les expressions utilisées, on va donc une détermination, un sens profond de la responsabilité, le verbe clé, co-créer. On va co-créer, on ne va pas coopérer, on va co-créer. Cela aura nécessairement d'effets positifs sur les partenaires parce qu'ils vont se sentir, bien sûr, des co-créateurs dans le cadre de ce cadre auquel on souhaite toute la réussite.